Famille, justice, enfance. Par contre, quand vous dites que vous êtes 12, ça veut dire que vous prenez plus l'aide juridictionnelle, ça veut dire que vous êtes cher, ça veut dire que... Quelle est la contrepartie ? Alors, quelle est la contrepartie ? Alors, on est 12, effectivement, donc, avec le fonctionnement qui va avec. Ben oui. L'aide juridictionnelle, je me suis déjà longuement exprimé dessus, et c'est l'occasion de le rappeler. Je ne l'apprends pas. Je ne travaille pas avec l'aide juridictionnelle. Pourquoi ? Déjà, tout d'abord, parce que les gratifications, c'est une gratification qui est accordée, est extrêmement faible. Elle est déraisonnable. Ouais. Là aussi, c'est déraisonnable. Oui, sûr. Ben oui. Et en fait, surtout avec l'inflation, ce qui était accordé il y a peut-être 10-15 ans, ça pouvait encore être un peu équilibré. Là, aujourd'hui, vous avez ces 600 € d'indemnité pour une requête au tribunal administratif. Ouais. Vous voyez, c'est 600 € que vous touchez 2 ans, 3 ans plus tard, à la fin de la procédure. Donc, c'est-à-dire tout le temps de la procédure, vous travaillez à l'œil. Quand vous êtes tout seul, c'est bon, pas de problème. Moi, je prenais l'aide juridictionnelle au départ, j'étais payé 2 ans, 3 ans plus tard, ça faisait un petit bonus de temps en temps, c'était cool, mais j'étais tout seul. Donc, si les fins de mois étaient difficiles, il n'y a que moi que ça impacte. C'est bien d'expliquer ça aux gens aussi, mais ouais. Parce que finalement, avoir ses droits défendus, c'est très souvent une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. Ça, j'en ai extrêmement conscience. C'est pour ça que deuxième chose, on travaille beaucoup avec les protections juridiques et avec les assurances. Alors, on travaille. Moi, je suis pas cantonné au montant de la protection juridique. Je le rappelle, c'est très important. Mais évidemment, vous pouvez avoir des assurances avec des garanties. Là, maintenant, c'est à vous de faire le travail, de dire est-ce que je suis bien assuré? Est-ce que les garanties correspondent à une rémunération d'avocat? Ça, après, chacun est libre de négocier ses garanties. Moi, vous voyez, j'ai mes contrats d'assurance. Tous les ans, je les réétudie et je regarde s'ils répondent à mes besoins. Vous voyez, ça, le bon père de famille, c'est ce qu'il doit faire. Il doit regarder s'il a une protection juridique, s'il est bien assuré et si les sujets sur lesquels il pourrait avoir besoin un jour d'un avocat sont pris en charge. Okay, donc ça, je fais beaucoup de vulgarisation là-dessus. Donc j'informe systématiquement mes clients, attention, vous avez peut-être des assurances qui pourraient intervenir. Et quand j'ai des clients récurrents et réguliers sur des sujets, très souvent, j'arrive à m'aligner sur le montant des protections juridiques. Pourquoi ? Parce que j'ai 3, 4, 5, 6 dossiers avec eux. Donc à un moment donné, on fait un pas vers eux. Et la troisième chose, et je pense qu'on est un des rares cabinets à le faire, c'est qu'on met en place des paiements échelonnés. On fait en sorte que le coût d'une intervention, finalement, ça soit un coût qui, pour nous, va être, on va dire, raisonnable. On va pouvoir s'y retrouver. Je ne perdrai pas d'argent à la fin du mois parce que, je le rappelle, j'ai 12 personnes sous ma responsabilité. Si je perds de l'argent, 12 personnes qui peuvent se retrouver au chômage. Ma responsabilité d'employeur, c'est de me dire, il faut que je sois à un point d'équilibre. Okay. Et ce point d'équilibre, je fixe mon tarif et je réussis à proposer des facilités de règlement dans le temps jusqu'à 10 fois sans frais, ce qui permet aujourd'hui à énormément de personnes de s'offrir nos services. Ils ont la chance d'avoir à la fois, le coût d'un avocat, le coût réel d'un avocat, tout en se permettant finalement de ne pas se priver à la fin du mois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va s'étendre dans les cabinets d'avocats. On est en train, nous, de travailler sur une solution qu'on va mettre à disposition de nos confrères parce que ça révolutionne la manière dont on travaille. On rend accessible, mais véritablement, le service d'un avocat haut de gamme. Parce que derrière, évidemment, il y a une équipe, il y a des ressources. Vous voyez le studio qui est là, c'est un peu à l'image des dossiers qu'on va traiter. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir quelqu'un qui va passer du temps sur le dossier et qui aura évidemment toutes les ressources à sa disposition parce que quand vous faites des ressources juridiques, vous n'allez pas sur Google. Quand vous faites des ressources juridiques, vous n'allez pas sur ChatGPT. Vous avez des abonnements à payer qui sont extrêmement coûteux, mais qui vous permettent d'avoir une différence de niveau par rapport à d'autres cabinets qui ne pourraient pas s'y offrir. Alors, je vais vous poser une question parce que mon public, mon audience, vu qu'elle est confrontée, la majorité des gens qui écoutent mon émission, qui écoutent mes podcasts, ce sont des gens qui divorcent mal ou qui sont confrontés à des problèmes qui touchent leurs enfants. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu des situations d'appauvrissement. C'est comme ça. Je suis obligé de constater, et là, au bout de 10 ans que je suis dans cet environnement, les gens donnent tout ce qu'ils ont pour essayer de protéger leurs enfants, de les récupérer, de les voir, d'avoir les droits de garde, de se battre contre le département et autres. Par contre, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a des méthodologies qui peuvent être reproductibles, qui peuvent se refaire avec éventuellement, quand on parle de 300 € par mois pour des procédures qui sont anormalement longues et qui aboutissent soit à des décès d'enfants, soit à des, des ruptures de liens parentaux ou des endommagements des enfants, parce que malheureusement, parfois, ils vont dans des endroits qui les endommagent. Est-ce que vous pourriez pas, par exemple, conseiller des gens qui sortent de l'école ou faire une automatisation avec des gens moins renommés, moins chers que vous, qui pourraient aller aider ce public-là, qui, eux, vont passer par l'AJ, malheureusement. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, donc, quand vous avez une personne qui ne peut pas, malheureusement, s'offrir vos services, vous essayez, si elle vous le demande, parce que très souvent, il y a quand même, on constate une petite pudeur. Ils savent que c'est pas dans leur budget, c'est pas dans leurs moyens, et ils vont pas forcément vous demander d'aller leur recommander un avocat qui accepterait de travailler sur ce budget-là. Quand ils sont après 3 ou 4 ans de procédure pour leurs enfants, ils ont plus de sous. Ça, ils ont été siphonnés, tout est parti. Non, mais c'est pour ça. Donc, nous, avec grand plaisir, on essaie de conseiller au maximum, mais parfois, on n'a pas toujours l'avocat à qui on pense. Bien sûr. Vous voyez, ce midi, je faisais un échange avec une cliente, elle cherchait un avocat fiscaliste. Je
Je venais de discuter avec un avocat fiscaliste la veille que j'avais trouvé super sympa. Je sais pas s'il regardera l'émission soir et qu'il me reconnaîtra. J'ai pensé à lui, je me suis dit, tiens, je vais le mettre en relation. Donc moi, j'adore mettre en relation des gens qui pourraient effectivement réussir ensemble à faire quelque chose d'intéressant. J'ai toujours adoré ça. C'est pour ça que j'ai fait partie de réseaux de business, c'est pas un gros mot, hein, mais d'entrepreneurs en fait. Bien où sûr, on va essayer de se mettre en relation avec des personnes qui ont un problème, avec des personnes qui ont la solution à leur problème. Tiens. Ça, c'était le BNI. Pas de... Ouais, le BNI. Moi, j'étais au BNI de Bangkok, je connais. J'ai fait partie du BNI de Bangkok. Business Network ça, International. Se mettre en relation des gens. Bien sûr, bien sûr. Donc si on peut le faire, nous, on le fait avec grand plaisir. Et évidemment... Mais là, 300 € par mois sur 3-4 ans, il y a un moyen de négocier un pourcentage en plus de l'AGI, non? Alors, oui. Il y a toujours une question de pourcentage. Nous, en général, ce qu'on fait quand il y a un enjeu financier qui est intéressant, évidemment, si l'enjeu financier il est sur 400 000 €, c'est une somme, évidemment. Bon, un honoraire de résultat, moi, personnellement, je le fais pas parce que, en fait, il y a un moment donné où, économiquement parlant, c'est même plus intéressant pour le client. Donc, il faut quand même avoir cette logique de se dire, est-ce que moi, à la place du client, je ferai l'action? Si je suis pas sûr de m'y retrouver à la fin de la fin ou que le jeu en vaille la chandelle, personnellement, je ne le ferai pas, donc je le recommanderai pas à mon client. C'est comme ça que je raisonne. Donc, quand il y a des très faibles enjeux financiers, moi, je mets pas d'honoraire de résultat. Mais quand on est sur des sommes intéressantes, là, vous avez parlé de 4-5 ans de procédure, et moi, les gens qui viennent me voir, c'est 10, 15, 20 ans de procédure. Extrêmement long, surtout en matière pénale. Eh bien, ces personnes, c'est 20, 30, 40 000 € qu'ils peuvent espérer. Là, il y a un honoraire de résultat. Ça doit être un pourcentage, et notre déontologie d'avocat nous demande d'être modéré dans le pourcentage. En d'autres termes, au-delà de 20% d'honoraire de résultat, c'est problématique. C'est problématique parce qu'on peut comprendre que ça va devenir excessif. Et on peut avoir une réduction d'un honoraire de résultat. Donc, nos confrères, moi, de manière générale, on essaye d'être entre les 10 et 20%. C'est ça à peu près la pratique. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, c'est on n'a pas d'argent. Est-ce qu'on peut conditionner l'intégralité de la rémunération de l'avocat uniquement au résultat? Ça, c'est une bonne question parce que on est très nombreux, ils sont très nombreux ceux qui nous demandent est-ce que finalement, vous accepteriez pas de travailler uniquement au résultat? Alors, je vous dirais, j'adorerais travailler au résultat. Alors, aux USA, dans le monde anglo-saxon, c'est extrêmement répandu. Mais la négociation avec le procureur aussi est répandue aux USA. Donc, voilà, beaucoup de choses sont répandues là-bas. En Angleterre aussi, dans différents endroits. Mais chez nous, je ne sais pas certain qu'on ait le droit de le faire. Je vais vous répondre. Aux USA, effectivement, vous avez raison, ils vous prennent 50-60%. Et aux USA, les condamnations sont bien plus nombreuses qu'en France. En France, il faut vraiment batailler, hein, d'accord? Le juge, il raisonne comme ça. Hein. Il vous connaît pas, il sait pas qui vous êtes. Et s'il doit condamner quelqu'un, il faut qu'il soit sûr et certain. Il faut ramener la preuve par 3 que ce que vous dites, c'est vrai. Ce qui est, il faut le dire, des fois très difficile, voire impossible. Donc, en France, il y a beaucoup moins de condamnations. Mais surtout, c'est très important, en fait, c'est que les pactes de quota litis, c'est le nom latin et savant qu'on donne à ces conventions dans lesquelles l'intégralité de l'honoraire de l'avocat est conditionnée au résultat, sont interdites. C'est-à-dire que même si on voulait demain, on ne pourrait pas le faire. Déontologiquement, on aurait un problème. Donc moi, ce que je dis à mes clients, je ne peux pas vous facturer l'intégralité au résultat. Et il y a un autre truc qui me pose problème dans ces packs de quota litis, c'est le côté, en fait, qui prend le risque? Il n'y a que l'avocat qui prend le risque. Vous êtes le seul à prendre le risque. Et vous devez être modéré. Donc ça veut dire que votre honoraire de résultat, il doit être modéré. Donc là, vous prenez double risque. Et quand vous ne facturez pas et que vous facturez uniquement au résultat, en fait, c'est vous qui financez la procédure. Donc, moi, je pars du postulat, mais c'est mon choix à moi, que quand j'ai une personne qui veut faire une action en justice, il faut quand même rappeler un peu et remettre la charrue après les bœufs et l'église au milieu du village. Il faut quand même que la personne soit engagée dans sa démarche. Une procédure qui est gratuite, une procédure qui est, on va dire, avec un prix dérisoire, c'est une procédure qui n'a pas de valeur. Et si cette procédure n'a pas de valeur, c'est-à-dire que votre client, il va être désintéressé par son dossier. Oui. Moi, je parle de gens qui partent dans leur voiture, qui se sont fait saisir leur maison, qui ne voient plus leurs enfants depuis 5 ou 6 ans, qui ont eu des dépenses de justice obligatoires qui ne sont pas déduites des impôts sur le revenu, qui ne sont pas déduites des calculs CAF, c'est-à-dire qu'ils ont été pris sur leurs dépenses de loisirs et sur leurs revenus jusqu'au moment où ils arrivent aux minima sociaux, parce que avant chaque procédure, l'AGI vérifie qu'ils n'ont pas de sous, parce qu'autrement c'est 1500 balles. Ces gens-là, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, ils ont des droits aussi quand même. Tout à fait. Et c'est là où effectivement il y a beaucoup de confrères qui vont filoter. Ils vont expliquer que ils vont travailler finalement pour 3 francs 6 sous et ils vont derrière prendre un honoraire de résultat qui sera plus important. Et ça, c'est une négociation, ça va être le secret professionnel. On va être à la limite de ce que déontologiquement on a le droit de faire. Mais il n'y a pas moyen de mettre en place une méthode et vous licencier la méthode et puis par exemple des étudiants ou des débutants vont mettre en place votre méthode et eux ça va les aider à se lancer. Il n'y a pas, je pense BNI là. Je pense BNI là. En fait, c'est des questions de responsabilité. C'est-à-dire quand vous mettez
Non, la méthodologie de procédure. Non, c'est le technicien, c'est l'algorithme de procédure. Là, comment on fait dans tel cas pour récupérer Alors, ça? il y a deux choses. Il y a votre responsabilité. D'ailleurs, c'est pour ça que on ne conseille pas de travailler avec ChatGPT, parce que si vous utilisez ChatGPT sans méthode, sans vérification et sans déontologie, en fait, vous allez au devant de graves problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, l'IA peut halluciner, l'IA peut mal interpréter, et vous êtes le seul responsable, parce que c'est vous qui avez mis votre nom dessus. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne prends jamais des dossiers où le client me dit j'ai tout rédigé, vous n'avez plus qu'à signer. Alors, ça, vous le faites qu'une fois, hein, mais après, vous n'êtes plus avocat. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que vous avez le monopole. Il y a un monopole du droit. En fait, lorsque l'avocat est obligatoire, si vous ne faites pas appel à un avocat, c'est pas possible. Je vous donne un exemple. Votre litige a plus de 10 000 euros, vous devez avoir un avocat parce que c'est plus de 10 000 euros et donc représentation obligatoire. Cassation aussi, cour d'appel aussi. Voilà. Alors, il y a quelques exceptions, notamment pour les litiges prud'homaux, où vous pouvez faire appel à un mandataire social. Oui, mais ça marche pas. Vous allez au prud'homme sans avocat, ça marche pas. Il s'occupe pas de vous. Et vous faites défoncer. Voilà. Clairement, vous faites défoncer. Donc, en fait, techniquement parlant, aujourd'hui, vous pouvez pas breveter une méthode en disant aux gens, allez-y, parce qu'en fait, ils vont avoir besoin d'un avocat. Non, vous brevetez la méthode, mais vous la faites faire par des débutants qui sont encore en université ou qui se lancent, qui sont avocats débutants pour se faire une clientèle. Je sais pas, c'est une idée comme ça que je lance. Est-ce que vous voulez en penser? Parce que je suis pas sûr de bien comprendre et je voudrais pas vous répondre à côté de la plaque. C'est par exemple, nous, ce qu'on fait sur Internet, on fait de l'affiliation. On met en place des méthodologies. À une époque, pour mes clients, je mettais en place des sortes d'affiliation et autres. Et on vendait aussi des méthodes, des how-to, des comment faire. Par exemple, vous pourriez très bien drainer des avocats débutants et puis ils font la méthode David Guillon et vous sous-traitez auprès d'eux, voilà, par exemple. Ils mettent en place d'autres méthodes, mais c'est eux qui la font sous votre étiquette et puis nous, on peut le faire à l'AGI. Alors, moi, j'ai toujours partagé mes modèles. Exemple, c'est une idée qui passe comme ça. Hein. On est en off, là. Voilà, bon. Non, bien sûr. J'ai toujours partagé mes modèles avec mes confrères. C'est-à-dire qu'un confrère vient me voir, tiens, tu as un modèle de requête, cadeau, offert. D'accord. Parce que vous savez hein, quand vous avez fait BNI, qui donne reçoit. Oui, et ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, il faut donner pour recevoir, c'est vrai. Oui. Je sais pas si on a le temps, hein, mais le qui donne reçoit, pour moi, j'ai reçu 10 000 fois plus. J'ai un jour 2 confrères magnifiques, Clarisse Sand et Frédéric Niel, que je salue. Ils m'avaient demandé des actes, enfin des modèles de requêtes pour faire un contentieux que je faisais. Ils avaient les clients, j'avais la connaissance, mais j'avais pas les clients, et eux, ils n'avaient pas la connaissance. Ils me disent, est-ce que tu pourrais nous les donner? Je donne, parce que j'ai toujours fait comme ça, et que qui donne reçoit, et puis voilà, après tout, j'allais rien en faire. Et ils m'ont dit, mais en fait, c'est génial, on va travailler avec toi, en fait. Nous, on va te donner les clients, et on partagera ensemble le financier de l'opération. Merci, parce que ça m'a sorti quand même de la misère à ce moment-là, donc merci à eux. Donc le qui donne reçoit, moi, un confrère vient me voir, j'ai besoin d'un modèle, cadeau. Un confrère vient me voir, il me dit, j'ai besoin que tu m'aides un petit peu sur je suis pas sûr de bien comprendre, j'appelle, je prends du temps, cadeau, aucun problème. Donc je me trouve un avocat en droit administratif débutant, je lui demande d'aller vous demander comment il faut faire pour aller récupérer mes sous, cadeau. Etc. Et bon, d'accord. Eh ben écoutez, cadeau, j'ai entendu. Vous allez vous apercevoir, c'est pas ça en fait. Non, je sais bien, mais qui est dure. On pense que c'est la technicité qui est dure, mais vous allez comprendre. Les gens viennent pas chez moi parce que on est les meilleurs endroits. Pas pour ça, parce qu'aujourd'hui avec l'IA, on est tous les meilleurs endroits. Vous avez les bonnes ressources juridiques, vous êtes capable de payer, vous avez accès à toute la connaissance juridique en 2 minutes. Non, mais j'ai constaté qu'on devient spécialiste du type de procédures sur lesquelles on travaille, et donc il y a un intérêt à aller voir des gens qui ont l'habitude de faire le genre de choses que vous demandez. Voilà. Effectivement, parce que les pots cassés, vous les avez déjà fait les années précédentes. Voilà. Ça, je partage avec vous. Mais avec l'IA aujourd'hui, qui est quand même très à la mode depuis à peu près 2 ans, dans notre profession, c'est en train de révolutionner la profession. Et ça va pas s'arranger. Alors, en bien, en mauvais. On va voir. C'est présent, ça disparaîtra pas. Ouais. C'est présent, ça disparaîtra pas. Surtout, vous mettez 2 minutes à trouver une information. Auparavant, vous auriez mis 6 heures. Vous auriez facturé 6 heures, votre client. 6 heures, votre client. Aujourd'hui, vous pouvez lui offrir. Moi, mais je connais. Je vendais du code informatique, donc je connais. Donc, génial. Par contre, ça va faire disparaître tous ceux qui vendaient uniquement leur temps et qui n'avaient pas d'expertise particulière. Eux, ils vont disparaître. Non, c'est pas grave, hein, c'est sélection naturelle. Là où c'est intéressant, c'est de dire, en fait, on vient pas pour la connaissance. C'est pas ça qui fait la différence. Moi, je pense que les gens, ils viennent chez moi parce que quand ils appellent, il y a quelqu'un qui répond. On rigole, mais je peux vous assurer que c'est pas le cas. J'ai des gens qui viennent désespérés chez moi en disant, mais en fait, mon avocat, j'ai pas de nouvelles. Pire, j'appelle mon avocat, il m'engueule. Parce qu'il faut pas que je le dérange. Vous voyez? Donc, c'est pas là-dessus. On se distingue pas du tout sur la compétence juridique. Nos confrères sont aussi compétents que nous, ou
on est aussi compétent qu'eux. C'est pas là-dessus. Non, c'est la gestion de l'humain. Ouais, c'est la gestion de l'humain. Il y a de l'humain. Et en fait, quand vous appelez votre avocat et qu'il vous rassure et qu'il est capable de vous l'expliquer, qu'il est capable d'être réactif, qu'il est capable de vous rassurer, en fait, c'est ça que vous venez chercher après. C'est plus la connaissance. Donc c'est pour ça que je suis même pas sûr que les gens qui répondent à notre confrère, après, en comparant avec moi, ils iraient véritablement tout le temps vers lui. Je suis pas sûr. Parce que pour avoir du temps, vous devez structurer votre cabinet. Moi, j'arrive à passer du temps au téléphone avec mes clients, j'arrive à passer du temps avec eux parce que j'ai une équipe incroyable qui est autour de moi et qui se met en action. Ouais. Parce que j'ai des super juristes qui vont être réactifs, qui vont bosser, qui vont faire sortir les dossiers, parce que j'ai 2 super secrétaires qui vont être au téléphone, qui vont répondre et qui vont faire tous les actes juridiques nécessaires, et parce que j'ai toute une équipe autour de moi qui vont faire que ça va tourner et que nos clients vont être assurés. Et ça, c'est là-dessus que je mise. Parce que la différence, elle se fera pas sur la connaissance. Elle se fera sur l'expérience que vous offrez aux personnes qui viennent chez vous et la manière dont vous allez les accompagner dans une démarche qui est toujours une démarche humaine et douloureuse. Vous m'avez parlé juste avant d'une anecdote de changement de stratégie. Je vais essayer de la placer quelque part là en réduisant les blancs, tout ça, si je peux. Dites-moi. Je pensais que vous alliez me demander pourquoi je suis devenu avocat. Du coup, j'allais vous dire ça. Oui, c'était la partie qui est David Guillon, mais vous avez déjà en 3 parties là d'expliquer pourquoi vous avez fait votre chaîne YouTube et pourquoi vous êtes mis comme ça. Tout à fait, c'est vrai. On l'a pas placé, mais c'est intéressant parce que effectivement, un des sujets qui fait que j'adore être avocat. Vraiment, j'ai pas envie de changer de profession. C'est très bien ça. Qu'est-ce qui est passionnant à être avocat? Qu'est-ce qui est passionnant? Alors, ce qui est passionnant, c'est d'impacter. Vous voyez, ce qu'on fait aujourd'hui. Faire une différence, mec, le matin. Et c'est ça où je me dis, là, tout ce qu'on s'est raconté aujourd'hui, ça va forcément impacter. Il y a des gens qui vont dire, tiens, mince, délai énormément, je ne savais pas. Procédure, on peut faire cette procédure. Tiens, un avocat peut effectivement travailler à l'aide juridictionnelle, protection juridique. Il y a plein de choses qui vont arriver à faire en sorte que les gens se disent, OK, je peux peut-être agir. Je peux peut-être avoir un point sur ma vie. Je peux peut-être agir sur ma vie. Donc ça, c'est super. Ça, c'est ce qui vraiment m'anime. Après, il y a des choses sur lesquelles, évidemment, la profession d'avocat m'offre. C'est par exemple le côté intellectuel. J'adore réfléchir. J'adore, on va dire, challenger mon métier. J'adore la manière dont je suis en train de révolutionner la manière de faire l'avocature. Si vous venez chez moi, ça se passe pas du tout comme chez mes confrères. On est plus proche d'une start-up que d'un cabinet traditionnel. Et ça, j'adore. Parce que c'est un métier qu'il faut dépoussiérer. Et la troisième chose, c'est que quand je traite mes dossiers chez moi, on a 1400 dossiers. Évidemment, c'est pas moi qui traite les 1400 dossiers. Je ne pourrais pas, humainement. Donc, j'ai une équipe. Qu'est-ce que je fais pour que la qualité entre le juriste 1, le juriste 2 et le juriste 3 soit toujours la même qualité pour n'importe quel de mes clients? Ça, c'est du management, ça. Ouais. C'est du management, c'est aussi des process, c'est aussi des modèles, c'est aussi des ressources juridiques, c'est des outils, c'est de la formation et c'est évidemment de la stratégie qu'on va évoquer ensemble. C'est-à-dire, toutes les semaines, on a une réunion, on passe 2 heures et on discute de tous les dossiers qui ont été traités dans la semaine. Donc, en d'autres termes, le dossier, je le supervise toujours. Et on est là pour récupérer le meilleur du jus de cerveau que j'ai. Parce que, évidemment, quand je cherche telle jurisprudence pour aller rapporter la preuve que ce que je raconte c'est vrai, c'est pas hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'idée que j'ai trouvée et qu'il va falloir que j'étaye avec de la jurisprudence. Et cette idée-là, c'est la structuration générale, oui, en fait. Oui. C'est le jus de cerveau. Le jus de cerveau, il y a pas encore assez bon pour ça. Et là, je vous donne un exemple. J'ai eu un exemple très concret, vous allez voir, vous allez adorer. J'ai 3 enfants qui viennent me voir et qui me disent, enfin 3 enfants d'un père qui était déjà âgé et qui est décédé, ces 3 enfants, devenus majeurs évidemment, ils viennent me voir, ils me disent, notre mère a décidé de repartir dans sa région d'origine, elle vivait dans l'Est, elle était venue vivre avec son mari les plus belles années de leur retraite au soleil, et malheureusement, lorsque le mari est décédé, eh bien, elle a décidé de se rapprocher de sa famille en retournant à ses premières origines. Jusque-là, vous allez me dire, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et les enfants viennent me voir en me disant, maître, notre mère a décidé de déterrer notre père, de l'incinérer et de rapporter l'urne funéraire dans le cimetière de sa commune dans l'Est de la France. Parce qu'après tout, rappelez-vous, quand vous déménagez, vous ramenez vos morts avec vous. Si c'est pas le cas, posez-vous des questions. Alors c'est ironique, mais c'est cette histoire qu'on me raconte. Moi je me dis c'est quand même bizarre. Et donc à partir de ce moment-là, je commence à faire toutes les démarches nécessaires pour éviter que l'entreprise de pompes funèbres vienne déterrer le malheureux et procède à quelque chose qui allait être irréversible. On va batailler comme ça pendant 3 ans. Je vais perdre devant le premier juge parce que le premier juge est parti du postulat que l'épouse, qui avait passé plus de 45 ans avec cette personne qui était décédée, était évidemment le tiers intéressé et avait donc un intérêt légitime à demander cette exhumation parce qu'elle était celle qui connaissait les dernières volontés du mari défunt. Bon, ça n'a pas été simple de garder les clients en appel, parce qu'il a fallu que je bataille en disant, écoutez,
En fait, effectivement, au départ, on était parti sur la question de qui était le plus proche parent pour demander l'exhumation. Et en cours de procédure, sur la fin de la procédure, après avoir vraiment beaucoup réfléchi, il m'est apparu une autre stratégie. On va pas discuter de qui a le droit de demander. On va discuter à un autre étage. On va discuter de est-ce qu'on peut demander. Parce que c'est évidemment l'étage qui précède. D'abord, est-ce qu'on peut demander? Et si on peut demander, qui peut le demander? Donc ça veut dire que là, le débat sur qui peut le demander, c'était un mauvais débat, on allait perdre. Par contre, le débat sur est-ce qu'on peut le demander, c'était beaucoup plus intéressant parce que, vous le savez, quand vous choisissez votre mode de sépulture, ce mode de sépulture est irréversible. On parle d'immutabilité des sépultures. Si vous êtes enterré, vous êtes enterré. Si vous êtes incinéré, vous êtes incinéré. Et si vous êtes enterré et incinéré, vous restez là. Donc c'est hyper important parce qu'évidemment, là on avait de la jurisprudence, là évidemment ça tenait la route. Le premier juge ne suit pas, lui ça l'intéresse pas. Là pour le coup, c'est un mauvais juge, en tout cas il n'a pas été réceptif à notre argumentaire. Faut pas perdre les clients et faut partir à la cour d'appel. La cour d'appel c'était assez facile, la jurisprudence que j'avais trouvée qui disait qu'il y avait un principe d'immutabilité, c'était cette même cour. Donc ils n'avaient pas à me juger le contraire de ce qu'ils m'avaient dit 10 ans plus tôt. Donc la cour d'appel de Montpellier me donne raison, elle dit effectivement vous avez raison, on peut pas déterrer un mort. Il y avait aucun argument qui permettait de dire que c'était une sépulture provisoire. Ça peut arriver, une sépulture provisoire. C'est l'exception au principe de l'immutabilité. C'est provisoire quand les parents, les enfants sont pas d'accord sur est-ce qu'ils voulaient être enterrés là, est-ce qu'ils voulaient être incinérés ou est-ce qu'ils voulaient être uniquement inhumés. Donc là, quand vous avez un débat là-dessus, on peut temporairement faire une sépulture provisoire. Et là, c'était pas une sépulture provisoire, c'était une sépulture définitive. Donc, il y avait aucun élément qui permettait à cette personne de déterrer le corps, de l'incinérer et de rapporter l'urne funéraire. Donc là, vous voyez, c'est cette stratégie qui m'est apparue alors que j'étais sous la douche, parce que je réfléchissais, je cogitais, et je me disais, mais comment je peux faire pour arriver à trouver une solution? Et à ce moment-là, éclair de génie, et là, je vois pourquoi je suis avocat. Avocat parce que justement, je trouve des solutions qui, évidemment, n'étaient pas évidentes. Parce que clairement, on est passé à ça, que le mari soit effectivement déterré et incinéré. Ça, c'est ce qui fait que j'adore être avocat. Ok, bon, David Guillon, est-ce que vous m'autorisez à prendre cette seconde partie pour en faire une deuxième émission un peu plus tard quand j'aurai un ajustement ou ce genre de choses? Avec grand plaisir. D'accord. Alors, je vais conclure. Déjà, je vais dire qu'on a passé, vous nous avez consacré 58 minutes, je vous en remercie énormément. On a pu parler de vous, c'est intéressant parce que généralement, on voit vos interventions, mais là maintenant, on a pu parler d'un peu ce qui vous anime, un peu de votre flamme intérieure, un peu de comment vous travaillez aussi. Donc, on a vu aussi une partie de votre personne. Alors, j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour votre temps et merci pour votre invitation. Je reviendrai avec grand plaisir si un jour je peux vous être utile sur un autre sujet. Peut-être qu'en juin ou à la rentrée, on parlera de l'école à la maison. Avec grand plaisir. Alors l'école à la maison, pour rappel, c'est maintenant les demandes. C'est mais ok. Mais oui, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant et pareil, où beaucoup de personnes sont perdues. Bon. Merci Monsieur Guillon, merci beaucoup Maître Guillon. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Nous avons vécu ensemble, aveuglés d'amour. Mais le temps ne se ressemble pas jour après jour. Aujourd'hui la tendre guerre a cédé le pas aux astuces et honoraires de nos avocats. Souviens-toi que notre route ne fut pas aisée, nos parents ayant des doutes étaient opposés à ce mariage précoce dont l'issue est là. À présent sont à la noce que nos avocats. Tu fournis des fausses preuves, pourquoi s'en priver? La pratique n'est pas neuve, j'en ai au dossier. Dans cette joute hypocrite, truffée de coups bas, nous avons l'appui tacite de nos avocats. Et s'il faut que l'on fignole dans l'aberration, on dira que tu es folle, que j'ai des liaisons.
sans peur on peut s'en remettre. Ils sont là pour ça, à ceux qu'on appelle maîtres, à nos avocats. S'il y a faux témoignage d'amis, de voisins, le juriste ne s'engage pas sur ce terrain. Ce genre de stratégie est contraire en soi à la déontologie de nos avocats. On bloque le compte en banque et pour l'occasion, aucun de nous n'est en manque d'imagination. La procédure sévère peut durer des mois dans l'intérêt pécuniaire de nos avocats. Quand le verdict, on le gobe perdu ou gagné, l'homme de loi plie sa robe, range ses dossiers. Il a enfin clos l'affaire, faut passer par là. C'est l'heure des honoraires de nos avocats. Mais bonne ou mauvaise cause, malgré quelque excès, ils seront les virtuoses de notre procès. Avec plus ou moins de chance, la loi, c'est la loi, quelles qu'en soient les conséquences. Et quoi qu'on en dise ou pense, il nous faut faire confiance à nos avocats. À nos avocats. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.